mot d'accueil par Perrine Bismuth, la présidente d'ESSEC Alumni. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Je suis d'autant plus heureuse du thème qui est abordé. Alors, j'étais malheureusement pas là aux deux précédentes sessions, mais je crois que j'aurai la chance de les revoir en ligne. Donc, je le ferai. Je suis très heureuse parce que je trouve que ce thème de lifelong learning, apprentissage tout au long de la vie, je le trouve essentiel et on va en parler, je pense, derrière, à la fois au développement des hommes et des femmes et des entreprises. Donc, c'est d'autant plus important. Je trouve que, et ça me permettra, je pense que Vincenzo va en parler, mais je trouve qu'il résonne particulièrement avec ce qu'est l'ESSEC. Donc, je vais apporter mon témoignage et je trouve que quand on rentre à l'ESSEC, ce qu'on apprend avant tout, c'est d'apprendre à apprendre. Et apprendre à apprendre, c'est une compétence essentielle tout au long de notre vie. On nous donne les clés pour questionner, pour croiser les regards, pour jamais finalement, jamais rien considérer comme acquis. Et ça, je trouve qu'on le garde tout au long de notre parcours. Donc maintenant, j'ai quelques cheveux poivre et sel. Je l'ai gardé. Je pense que dans cette salle, il y en a qui l'ont gardé aussi. Moi, depuis que je suis présidente d'ESSEC Alumni, j'ai rencontré beaucoup de diplômés de toutes générations, de tous horizons. Et je trouve que le trait commun, c'est vraiment cette curiosité. Et cette curiosité qu'on cultive tout le temps, cette envie d'apprendre, cette envie de se réinventer, de parfois de changer de voie. Et je trouve qu'effectivement, il y a des parcours hors des sentiers battus qui m'ont marqué. Et je trouve que changer de voie, bah, ça se mettre en danger aussi. C'est accepter à n'importe quel âge de continuer à apprendre. Et finalement, je trouve que c'est une chance parce que j'imagine que ça a été évoqué avant, mais dans le rythme d'évolution et de changement du monde dans lequel on est, évidemment, c'est une nécessité. Mais je pense que c'est aussi une chance parce que c'est beaucoup de plaisir finalement. Et comme nos parcours professionnels, ben, ils sont de plus en plus longs, je trouve qu'avoir ce plaisir d'apprendre, de pouvoir se réinventer, bah, je trouve ça essentiel et je trouve qu'il faut qu'on continue ensemble à le cultiver. Et finalement, je suis vraiment je suis heureuse et je remercie l'ESSEC et ESSEC Alumni d'avoir co-construit cet événement pour que finalement, tous ici, ben, on puisse continuer à se dire, cette étincelle de curiosité, il faut que je la cultive, il faut que je continue à apprendre les uns des autres. Et finalement, pendant ces temps-là, on a continué à apprendre de notre école, puisqu'on a eu, on a eu des interventions qui étaient assez inspirantes avant. On va apprendre les uns des autres grâce à la table ronde. Et je suis d'autant plus heureuse que ça se fasse à la maison. Donc, généralement, je démarre mes introductions par bienvenue à la maison, dans votre maison. Et là, je vais le conclure par ça parce que je trouve que cette maison, ça doit être avant tout un lieu d'apprentissage, un lieu d'échange, un lieu où on a plaisir à se retrouver. Et je trouve que c'est bien que ces événements-là, ils se fassent de plus en plus à la maison des ESSEC qui porte particulièrement bien son nom. Donc, revenez à la maison et profitez bien de cette table ronde. Et évidemment, merci aux intervenants aussi d'accepter ce partage et de donner ce temps-là pour partager avec nous tous. Et je donne la parole à Vincenzo. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et tous. Merci beaucoup, Perrine, Marie-Pierre et tous les alumni de nous accueillir ce soir. Ce soir, on est chez nous, vous êtes chez vous. Ça, c'est très bien. Tu as très bien terminé l'introduction. Évidemment, cette soirée, tu l'as dit, se base par d'une conviction commune qui est, comme tu l'as très bien dit, apprendre à apprendre tout au long de la vie, c'est une compétence clé pour l'avenir. Bon, je crois que ça l'était aussi pour ma génération, mais on n'était pas si conscient que ça. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai besoin. Et moi, je pars d'un constat, je provoque un petit peu. Avant, un diplôme était un passeport pour la vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est un visa. Je trouve que symboliquement, ça envoie un message fort. Est-ce que parce que c'est les écoles, l'enseignement supérieur en France, et notamment les SEC, sont moins bons qu'auparavant? Ce n'est pas du tout ça le cas. Si vous regardez l'évolution de l'enseignement supérieur en France, c'est en italien, l'accent est clair que vous le dites. Je suis arrivé en France il y a 18 ans et je suis français depuis 6 ans avec grand plaisir et honneur. Mais bon, je ferme la parenthèse personnelle, mais je suis arrivé en France il y a 18 ans dans l'enseignement supérieur, tout en étant avant professeur d'université en Italie parce que je voyais que ce système en France, je ne me suis pas trompé, était extrêmement dynamique, extrêmement innovant, capable de prendre des risques et d'être dans l'anticipation plutôt que dans l'adaptation. Et ça reste vrai. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi finalement un diplôme est un visa et plus un passeport? C'est parce que justement le monde évolue et donc il faut être capable d'avoir une approche active. Vis-à-vis d'un passeport, on a souvent une approche passive parce que parfois, si on ne voyage pas vers des pays qui demandent un passeport, on ne sait même plus où il est à la maison, on ne connaît pas sa date d'expiration. Par contre, si vous avez un visa, vous rentrez dans un pays avec un visa, vous faites gaffe
Vous connaissez les conditions de renouvellement, vous savez où il est et vous savez ce qu'il faut faire de manière proactive pour être toujours, pour avoir le droit d'être dans un pays bien. Et c'est justement ça l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis d'un monde professionnel. Ça veut dire que vis-à-vis des compétences et des savoirs, beaucoup de rapports le montrent, l'OCDE, mais beaucoup d'autres institutions le montrent, les compétences, l'obsolescence des savoirs et des compétences s'accélère, elle est accrue. Et donc, pour éviter d'être obsolète, il faut avoir une approche active vis-à-vis de tout cela. Et si vous prenez une business school de référence du XXe siècle, bien évidemment, finance, management, gestion, comptabilité, statistique, tout ce que vous voulez, les disciplines de base sont toujours là. Mais quand vous ajoutez, vous avez les deux masterclass sur l'intelligence artificielle, sur la géopolitique, ce n'était pas du tout des sujets au cœur d'une business school. Et bien évidemment, maintenant, ils sont au cœur. Il ne s'agit pas de transformer une business school dans une école d'ingénierie, ce n'est pas du tout ça. Bien évidemment, on s'appuie sur nos alliances avec Central Spelec en France, avec Columbia Engineering School aux États-Unis, au Berkeley School of Engineering et d'autres partout dans le monde. Mais on a un rôle dans la business school de former des professionnels qui soient tant avec une compétence profonde dans les disciplines du management du business, mais aussi avec une vision holistique. Ah, bienvenue à nos difficultés parce que l'enseignement supérieur, traditionnellement, n'est pas conçu comme ça. L'enseignement supérieur est conçu par la profondeur de la science, parce que la science avance, du coup, on devient chacune et chacun de plus en plus spécialisé. Mais quand on est spécialisé, on risque d'aller tellement en profondeur qu'on perd de vue le lien avec les autres disciplines. Et ça, dans le monde professionnel, c'est mauvais. Et donc, on a cette à l'ESSEC, je crois, plus et mieux et de manière plus pertinente que dans les autres écoles, j'ose dire, parce qu'on est à l'ESSEC, mais c'est vrai qu'on a intégré ça profondément dans notre stratégie, comment on brise les silos entre les disciplines pour ne pas perdre la spécialisation des différents sujets, mais en ajoutant une vision holistique avec les sujets d'intelligence artificielle, de géopolitique, d'entrepreneuriat, d'innovation, les sujets de durabilité avec la dimension tant de la planète environnementale, mais aussi sociale et sociétale, et ainsi de suite. Et les transformations ne sont pas finies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, vous en avez parlé avec quelqu'un beaucoup plus expert que moi il y a quelques minutes, mais le quantique est en train d'arriver. Donc, on a une nouvelle révolution technologique qui arrive avant que nous étions capables d'absorber la précédente, et ça va continuer. Il ne faut pas se cacher derrière un doigt. On sait très bien que dans l'histoire de l'humanité, après chaque révolution technologique, il y a une révolution sociétale. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, donc il faut bien se préparer. Et donc, pour terminer, pour rester pertinent par rapport à tout cela. Bon, on peut parler de formation continue. On dit, bon, mais la formation continue, on l'a fait depuis des décennies. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, mais avant, la formation continue, c'était un besoin ponctuel d'une formation continue. Maintenant, il y a un besoin continu d'une formation à la pointe. Ça a changé complètement. J'aime bien jouer un peu avec les mots, mais pour marquer les esprits. Mais ça montre qu'on a un vrai besoin de changer les formats, l'esprit, le contenu de notre formation continue pour qu'elle soit pertinente. Parce qu'in fine, c'est le mot de la fin, les métiers meurent, on le sait très bien, évoluent, meurent pour certains, d'autres arrivent, etc. Vivent les compétences. Et du coup, il faut vraiment avoir une approche très orientée compétences. Et les compétences, il y en a trois. Certes, des compétences techniques pointues, mais n'oublions pas les compétences socio-émotionnelles et les compétences transversales. Et c'est là, avec le savoir, mais aussi le savoir-faire, le savoir-être, qu'on continue à être dans l'excellence. La qualité, il ne faut pas, mais la qualité ne suffit plus. Il faut vraiment être très pertinent et très agile par rapport à tout cela. Donc, j'espère qu'à l'ESSEC, avec ESSEC Alumni, vous êtes au bon endroit de tous ces défis parce que nous sommes extrêmement engagés sur tout cela. Donc, je suis ravi que tout cela, en termes de discussion, de débat, puisse se passer à la maison, comme disait Perrine. Un grand merci à vous et profitez de cette belle soirée. François? Ah oui, je le cherchais au premier rang, il se cachait. Merci. Alors, juste avant de commencer la table ronde, on va laisser la parole à Madame la ministre, Muriel Pénicaud. Difficile de résumer en quelques lignes son parcours, tant il est divers et riche. Elle a été donc ministre du Travail de 2017 à 2020. Elle a été aussi administrative d'entreprise internationale, 2 fois ambassadrice, DGRH du groupe Danone de 2008 à 2014, DGA d'Asso Systèmes. Elle est conférencière, elle est auteure, elle est aussi photographe. Cette année, elle scénarise la bande dessinée Travailler demain aux éditions Glénat, où elle invite 13 personnalités à parler du futur du travail. On en parlera tout à l'heure. Je laisse la parole, Madame la ministre, Muriel Pénicaud.
Si. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai le plaisir du coup d'introduire notre table ronde et je voudrais en une période très courte se remettre dans le contexte de la révolution du travail qui est en train d'arriver. J'ai hésité pour la BD que vous pourrez découvrir tout à l'heure, que je dédicacerai. J'avais hésité comme titre à dire le tsunami du travail. Et puis finalement, quand on a entendu les 13 personnes, alors ça va de Christine Lagarde à Philippe Martinez, de Benoît Bazin à Sophie Bellon, enfin vous verrez, ou Aurélie Jean sur l'IA, on s'est aperçu qu'en fait les acteurs parlent des menaces, parlent des risques, parlent de ce qu'il faut transformer, mais sont également aussi très enthousiastes sur tout ce que ces transformations peuvent amener. Et donc, finalement, on n'a pas retenu un titre qui aurait été cataclysmique, et donc ce n'est pas l'esprit non plus de notre débat. Mais ceci dit, je pense que ce dont il faut prendre conscience, c'est que l'ampleur et la vitesse des transformations du travail à venir sont inédites dans l'histoire de l'humanité. C'est comme si on avait inventé, si j'ose dire, l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité et Internet en 30 ans et pas en 500 ans. Donc, un des défis, et ça va avoir des conséquences directes sur notre sujet sur le lifelong learning, qui va plus être un truc en plus, qui va être au cœur de la machine, c'est qu'on va dans une transformation profonde et continue, à une ampleur et une vitesse inégalées sur le plan mondial et dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça le défi. Parce que le défi, du coup, c'est d'anticiper, d'accompagner et non pas de subir. Au niveau des individus, au niveau des entreprises, au niveau des sociétés, au niveau des gouvernements. Alors, les quelques chiffres pour avoir en tête ce dont on parle. Il y a 4 grandes vagues de transformation. Évidemment, l'intelligence artificielle, dont vous avez parlé tout à l'heure, dont on va reparler. Et évidemment, la transition écologique qui change des chaînes de valeur et des métiers dans le monde entier. Évidemment, le sujet démographique. Hein, vous savez que le nord de la planète est vieillissant avec une perte de démographie et le sud est ou stable et pour certains pays en dynamique très forte. Je pense notamment à l'Inde, à l'Asie du Sud-Est et l'Afrique où un Africain sur deux a moins de 20 ans. On est exactement à l'opposé des pays du Nord avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur l'immigration professionnelle qui va continuer avec ou contre les politiques qui seront menées, mais elle continuera, illégale ou légale, parce que offre et demande seront trop forts. Et puis le sujet du changement du rapport au travail, qui s'est amplifié et accéléré pendant la crise Covid, et ça on le voit partout dans le monde. Quête de sens, équilibre vie pro, vie perso, le travail qui est plus forcément numéro 1 dans la vie, mais numéro 2 ou numéro 1 ex aequo avec la vie personnelle n'étant pas que la famille, étant aussi les amis, les loisirs, le rapport au management, dont on va en parler tout à l'heure certainement. Il y a des changements dans les attentes très fortes, des attentes sociales nouvelles, par exemple la flexibilité du temps choisi qu'on trouve à travers le télétravail, mais qu'on trouve maintenant aussi chez des populations ouvrières qui n'ont pas le choix, qui sont contraints à des horaires, par exemple en travail posté, et qui réclament pas simplement de l'argent, mais qui font, au Mexique, il y a quelques semaines, il y avait une grève pour avoir aussi du temps choisi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les ingénieurs et les cadres qui arrivent. En ce qui concerne l'IA, le fait révolutionnaire, c'est l'ampleur, évidemment, des transformations, des immenses progrès qu'on va faire, des risques énormes aussi qu'on court. Mais il y a quelques chiffres qu'il faut avoir en tête qui sont importants. Le premier, c'est l'ampleur. Alors, on estime que entre transition écologique et IA, et surtout l'IA, c'est d'ici 10 ans, 1 milliard de jobs qui vont changer dans le monde, créés, détruits ou transformés. La grande partie étant transformée, mais c'est la taille de ce qui est en train de se passer. Quand je dis on, c'est le consensus entre FMI, Banque mondiale, OCDE, enfin des gens qui sont assez sérieux dans les analyses et les projections qu'ils font. Le deuxième chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que ça représente pour les sociétés développées comme la nôtre 50 à 70% des emplois, parce qu'on est une société de services. Alors, paradoxalement, l'industrie, en tout cas les emplois industriels, vont être un peu moins touchés parce que les vagues d'automatisation et de délocalisation industrielle, notamment en Asie, ont déjà eu lieu. Et donc, ça va encore faire de la productivité, mais ça ne va pas être une révolution. La révolution, elle est dans les bureaux. Or, on est une société dans les bureaux et dans tous les emplois de service, c'est-à-dire 80% de notre économie. Et donc, 50 à 70% des emplois qui sont impactés
C'est extrêmement fort. Et l'élément nouveau aussi par rapport aux autres évolutions technologiques, parce que les premiers touchés, c'est les cols blancs, comme on disait autrefois. On est obligé de reprendre le vocabulaire parce qu'on ne sait pas comment dire autrement. Ça fait un peu ringard, mais parce que finalement, c'est les emplois, bah, voilà, ceux auxquels vous réparez aussi, et puis les emplois de vos futurs collaborateurs ou de vos collaborateurs. C'est aussi bien la finance, la gestion, l'économie, le droit, le marketing, les ventes, la supply chain, la communication, enfin, etc., etc. Je peux faire la liste. Il n'y a pas grand-chose qui y échappe. Les artisans, ça y échappe à peu près. Voilà, mais bon, a priori, pas la majeure partie des gens ici ne sont pas artisans. Donc, cette ampleur-là, c'est que ça va être plutôt les populations intermédiaires, les classes moyennes et moyennes supérieures qui vont être touchées, celles qui sont un peu le socle quand même des entreprises, du management, et qui d'habitude sont celles à qui on demande d'accompagner les transformations. Sauf que là, c'est elles qui vont être touchées en premier lieu, ce qui va poser des défis sur le management absolument énormes. Alors, il y a un autre élément clé qu'il faut avoir en tête. J'ai encore deux chiffres à vous donner pour camper le décor. Le premier, c'est que 65%, ça c'est le WEF qui le dit, qui l'a démontré, 65% des emplois, des métiers que vont faire nos enfants n'existent pas encore. Voilà. Donc, comment, alors défi pour la formation initiale et continue, comment on prépare finalement à des métiers qu'on ne connaît pas. Ça va être un défi passionnant, mais c'est quand même un défi. Il faut quand même inventer un peu des manières nouvelles de faire. Et l'autre chiffre extrêmement important, et là je m'excuse pour tous les professeurs de l'ESSEC, mais l'OCDE a commencé à mesurer en 1987 la durée de validité de l'enseignement professionnel supérieur. En gros, les universités, les écoles, etc. À l'époque, ce qu'on apprenait, à l'ESSEC, ailleurs, ça durait en moyenne, selon les métiers, une trentaine d'années. Une trentaine d'années, ça veut dire qu'on faisait sa carrière avec, plus des adaptations, on évoluait un peu. C'est vrai pour les médecins, pour les juristes, pour les économistes, pour les gestionnaires, pour les financiers. Il y avait des évolutions, mais c'était de l'ordre de l'évolution et plutôt vers la fin de la carrière. Ils font la même étude internationale tous les ans depuis 1987. Alors, je vais faire une petite devinette. À votre avis, aujourd'hui, cette durée de 30 ans, elle est quoi? 5 ans? 5 ans? Eh bien, elle est de 2 ans. 2 ans, ça veut dire que... alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a appris ne sert à rien, et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a appris est obsolète. Mais ça veut dire que le défi de la formation continue, il est gigantesque. Il doit être au cœur du système demain. Et que pour la formation initiale, bah, ça va être une révolution aussi, parce qu'il va falloir intégrer cette dimension dans la manière même de faire la formation initiale. Voilà, c'était juste quelques chiffres pour camper le décor, pour dire qu'on a de quoi causer avec vous et entre nous. Donc, à tout de suite pour le débat. On va peut-être s'installer ici. Alors, on va commencer cette table ronde donc sur la question du lifelong learning, la vraie compétence du futur. On va parler de transition, d'IA, leadership et comment réinventer sans subir. Alors tout d'abord, bon, j'ai présenté Madame la Ministre, je continue le tour de table. Amal Louis, vous êtes directrice du développement et des solutions intermodales du Grand Port de Marseille. Vous êtes restée plus de 20 ans, je crois, chez l'armateur marseillais Marfret. Mais vous avez surtout un cursus qui est extrêmement varié et qui correspond tout à fait à l'esprit de la table ronde, puisque vous êtes passé par Schema, vous êtes passé par le CNAM, vous avez fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, enfin une formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, vous avez fait l'Indian Institute of Management d'Ahmedabad, là aussi des formations, hein, je vous nous expliquerez après. UCLA et puis Mannheim. Vous nous expliquerez un petit peu après comment ça s'est passé. Et puis surtout, last but not least, vous avez fait un exécutif MBA à l'ESSEC dont vous nous parlerez tout à l'heure.
petite précision, j'ai pas fait schéma. Voilà. Donc, et toutes les écoles que vous avez mentionnées, c'est des écoles qui ont été faites dans le cadre de l'Exec MBA, qui étaient en part-time sur 2 ans, mais c'était vraiment des formations formidables. Voilà. Bon, ce qui veut dire quand même que vous, vous êtes passé par... bon, petite erreur de ma part, mais c'est pas très grave. Julien Malleran, bon, on vous a entendu parler tout à l'heure, hein, donc vous êtes DGA d'Exécutive et fondateur du MetaLab. Et puis Jérémy Lamry, vous êtes entrepreneur et chercheur français spécialisé en jeux humains en lien avec le futur du travail et de la société. Euh, Vous êtes l'auteur notamment de 2040, 5 futurs possibles et comment s'y préparer. Et c'est votre 14e ouvrage. J'ai bon là-dessus, ça va. Alors pour tous, la même conviction, face aux incertitudes, il faut combiner vision stratégique, accompagnement humain et leadership éclairé. Alors avant d'entrer dans les enjeux spécifiques, on va commencer par prendre un peu de hauteur et avoir une vue d'hélicoptère sur ce qui se passe, comprendre l'ampleur des mutations. Madame la ministre, vous avez évoqué les sujets de démographie. Quelles sont les conséquences en France? D'abord, on a pris conscience du sujet démographique plus tardivement que les autres pays, parce qu'on a été touché plus tardivement. Et donc, ça fait vraiment 2 ans qu'on en parle dans le débat public français. Alors que la démographie, c'est quand même le rêve pour les économistes. Sauf en cas de guerre ou d'épidémie dramatique, on sait à 20 ans à l'avance combien on aura de population active. Donc, s'il y a un sujet où on peut se préparer, c'est là-dessus. Mais maintenant, on en parle parce qu'on a rejoint le club des pays. Mais il faut bien voir que toute l'Amérique du Nord, toute l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, je rajoute l'Australie qui n'est pas dans le Nord, mais bon, sont dans cette situation avec entre 1,2 et 1,7% de taux de natalité, c'est-à-dire de nombre d'enfants par femme. Et donc, c'est évidemment, il y a un vieillissement de la population. Et en même temps, dans la plupart des pays, pas les États-Unis, mais les autres pays, l'espérance de vie continue d'augmenter, donc avec des besoins d'emploi pour le coup dans le domaine sanitaire et social important. Puis il y a une bonne nouvelle, enfin, surtout si on est en bonne santé. Mais du coup, ça va faire un gros changement. En France, en 2030, 31% de la population aura plus de 60 ans. 31%. Donc la société va s'organiser quand même en bonne partie autour des seniors et on a déjà une baisse importante des jeunes puisque au pic, il y a 15 ans, on a eu 950 000 jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail en une année. Aujourd'hui, on est déjà à 750 000 et on envisage d'être à 670 000 bientôt. Donc la tension sur le marché du travail par rapport aux jeunes va être très importante. Ça veut dire aussi que dans les entreprises, entre ça et le sujet j'ose plus prononcer le mot retraite, mais enfin bon, appelons ça retraite. On va avoir 3, parfois 4 générations dans l'entreprise. Alors pas des générations de 25 ans, mais des générations au sens plus sociologique du terme. Et que donc le défi intergénérationnel, y compris dans les entreprises, va être d'autant plus important qu'on aura voilà, un déport important. Et nous, on a en France une particularité, c'est qu'on a longtemps exclut les jeunes du marché du travail. C'est moins vrai et grâce à un peu la réforme d'apprentissage qu'on a faite avec les partenaires sociaux et les parlementaires, on reste très très anti-senior dans les entreprises et donc aujourd'hui, et ça se décrète pas par la loi, mais donc il va falloir ouvrir les chakras aussi sur l'intergénérationnel dans les entreprises, du recrutement à l'évolution de carrière. Quelle entreprise forme les gens de plus de 50 ans? Ben, qu'elles se dénoncent, on les prendra comme modèle. Voilà. Et or, il va falloir le faire bien tout au long de la vie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Jérémy, on parle beaucoup des mutations du travail, mais vous insistez sur les transformations des personnes au travail. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qui a profondément changé selon vous? Oui, merci pour la question. En fait, on parle beaucoup, oui, des transformations du travail. Par exemple, on nous dit, oui, avec l'intelligence artificielle, vous avez gagné du temps, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Moi, ça fait plusieurs années que je regarde cette évolution comme toutes les autres qui nous arrivent très fortement depuis 15 ans. Et aujourd'hui, je défie n'importe qui de dire en fait que sa semaine de travail est plus légère qu'avant. Septembre ressemble à un bus qui nous a roulé dessus, tous autant qu'on est. Et en fait, il y a vraiment un sujet c'est dans notre rapport à ce qu'est le travail. Donc, dans notre rapport à ce qu'est le travail, il y a eu des évolutions
Et cette évolution aurait pu être je vais considérer que le travail est plus une contribution, plus une réalisation. Non, il y a vraiment ce côté charge mentale en fait qui devient prédominant dans le concept de travail. Et ça, quand on regarde en psychologie sociale derrière ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus du travail interrompu. Et donc, par tout un tas de micro-coupures, tout ça qui crée une forme de charge cognitive qu'on appelle charge cognitive extrinsèque, peu importe, mais pour dire en fait toute celle qui ne nous sert pas à produire de la valeur, mais qu'on doit gérer pour continuer à se concentrer. Et ça, en fait, ça crée quelque chose dans le rapport au travail qui est assez particulier, d'autant plus que si vous travaillez avec des nouvelles générations, vous voyez que le temps de concentration et les sujets d'attention ne sont pas les mêmes, en fait. Ça aussi, ça change. Et ça, encore une fois, ça vient changer, percuter le rapport au travail. D'un côté, on a ce côté intergénérationnel. En fait, c'est pas nouveau. Et moi, j'aime pas trop parler de ce sujet-là parce qu'en fait, c'est un sujet en vrai de diversité et d'inclusion. En gros, je dis une entreprise qui a des problèmes d'intergénérationnel a probablement beaucoup d'autres problèmes. Une entreprise qui n'a pas de problème de diversité et d'inclusion n'a pas de problème d'intergénérationnel. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Mais si vous voulez, dans le quotidien, ça joue parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus manager. Et l'une des raisons avancées, c'est l'écart des perceptions. Donc, dans le fait de ne plus vouloir manager. L'écart des perceptions, autrement dit, vous avez des managers, et je vous dis des managers à partir de 27 ans, ne veulent plus manager des plus jeunes. Parce qu'en fait, ils se trouvent très très loin, parce qu'on a un grand écart dans ce qui est devenu la professionnalisation. Il y a encore 10 ans, quand on arrivait sur le marché du travail, en 6 mois, on était à peu près professionnalisé. Aujourd'hui, une étude qu'on a menée il y a 5 ans nous montrait en fait qu'il fallait à peu près 18 à 24 mois pour se professionnaliser. Autrement dit, quand on arrive dans le marché du travail, on est très très loin des codes attendus. Et pour beaucoup de gens qui sont la tête dans le guidon, en fait, il y a tout un tas de comportements qui ne sont plus acceptables. Donc, ce n'est pas forcément qu'on ne veut pas travailler, contrairement à ce qu'on peut entendre. C'est simplement en fait qu'il y a un rapport au travail et à la contribution qui est différente parce que les codes du travail, eux, par rapport à ce qu'on dit, c'est pas le travail ne se transforme pas tant que ça parce que le travail, c'est l'environnement de travail. L'environnement de travail ne se transforme pas tant que ça. Les attentes qu'on met sur ce qu'est le travail changent. Mais les gens, eux, perçoivent bien que la différence n'est pas au rendez-vous. Est-ce que vous pensez que les organisations ont un regard trop linéaire sur le parcours professionnel? Alors ça nous vient beaucoup des attentes en fait, parce que je donne un exemple simple. Dans les années 90, quand papa rentrait à la maison avec l'ordinateur, c'était waouh, le bijou technologique. Aujourd'hui, papa rentre à la maison avec l'ordinateur du boulot, c'est waouh, la cabine téléphonique. Parce que dans le grand public, on a mieux que ce qui se fait dans l'entreprise, tous, au quotidien. Et donc, en fait, il y a un décalage qui fait des perceptions et des usages qui fait que dans cette question que vous posez, en fait, on a une approche très linéaire. Les collaborateurs veulent de la visibilité. Les collaborateurs ne veulent pas forcément les grades comme avant. Il y a beaucoup de gens qui refusent du salaire pour éviter de monter en grade pour aller faire autre chose. Et donc, cette approche linéaire, elle a encore du mal à être comprise dans les organisations, mais c'est beaucoup un sujet en RH d'ingénierie. On sait faire des parcours verticaux. On a beaucoup de mal à faire des parcours transversaux parce que les compétences qu'on imagine entre des postes ne se parlent pas aujourd'hui. Et en France, on a une vision beaucoup trop axée sur une version de la compétence qui date de la loi de 72 sur la formation professionnelle, où les compétences sont des construits techniques et on oublie complètement tout ce qu'il y a autour qui permet la transversalité des personnes. Alors, Muriel, vous plaidez pour une approche stratégique de la transformation dans les entreprises. En quoi est-ce que ça consiste? Je pense que pour une entreprise aujourd'hui, face aux défis démographiques, mais surtout de l'IA, de la transition écologique et du changement d'attente sociale et du rapport au travail des différentes générations, il y a un moment, notamment sur l'IA, où on voit beaucoup de chefs d'entreprise. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « je ne sais pas par quel bout prendre le problème ». Et je pense que le vrai sujet, c'est de pas rester sur le sujet macro, c'est vraiment dans chaque entreprise, comme pour la transition écologique, avoir vraiment regardé comment ça va changer les chaînes de valeur, la productivité, comment on peut du coup l'utiliser pour faire de l'innovation et quels sont les métiers qui vont évoluer et pourquoi. Et quand vous parlez de choses que vous connaissez avec les collaborateurs, qui eux-mêmes ont une vision là-dessus, vous dégagez des priorités, vous pouvez faire des choix. Je vais prendre un exemple, d'ailleurs qu'on cite dans notre BD, dans le domaine hospitalier, qui n'est a priori pas votre secteur, mais qui est intéressant. Le CHU de Montréal, lui, utilise déjà beaucoup l'IA depuis 3 ans. Et avec ça, ils ont pu gagner 30% de productivité, ce qui est à peu près les estimations qu'on a sur l'IA. C'est à peu près 30% de productivité, mesurée en heures en moins.
Voilà, heures sauvées. Pourquoi? Parce que en fait, l'hôpital, c'est un énorme circuit logistique de médicaments, de draps, etc., etc. Et donc tout ça est automatisé. Et par ailleurs aussi, toutes les tâches pénibles ont été enlevées, comme le soulèvement des malades. Mais, donc ils auraient pu s'arrêter là. Et ça, c'est typiquement les choix que vont avoir les entreprises. Et se dire, bah, je vais gagner 30% de productivité, bah, ça augmente ma profitabilité, c'est bien, et voilà. Soit en réduisant les tâches des mêmes personnes, mais en vrai, on supprime des postes hein, dans ces cas-là. Et puis, au CHU de Montréal, ils se sont dit, oui, mais les sciences connectives confirment l'expérience humaine, qui est que la liaison humaine, le lien humain, ça soigne. Ça a des effets soignants. C'est pas juste gentil, c'est des effets soignants, parce qu'on est encore des mammifères, primates d'ailleurs, et donc le lien humain est encore important. Ouf. Et donc, ils ont réinvesti ces 30% dans du face-à-face humain, de soignants, d'informations à tous les niveaux. Le résultat, c'est que les patients guérissent plus vite. Donc finalement, d'un point de vue macroéconomique, pour la dépense publique, c'est très bien. Mais ils ont cette intelligence-là. Sauf que dans cette intelligence-là, ils ont compris où était la valeur de l'humain. Et un des défis, c'est que là, ça va déporter la question où est la valeur de l'humain par rapport à ce qui peut être automatisé en finance, en droit, en marketing, etc. C'est quoi la valeur de l'humain? On sait en sciences cognitives que le cerveau est fait de trois parties qui se parlent tout le temps. L'intelligence analytique, c'est celle sur laquelle l'intelligence artificielle se penche pour limiter, la dépasser, la transformer, la remplacer selon les cas. Et puis il y a l'intelligence créative et émotionnelle qui est la même partie du cerveau, et l'intelligence pratique. Les deux premières, on y reviendra peut-être si on parle d'éducation, mais c'est celles qui sont négligées dans notre système d'éducation, mais aussi dans notre système de reconnaissance de la valeur. Donc, je pense qu'une entreprise, quand elle va faire l'exercice sur ses métiers, sur ses chaînes de valeur, elle va, avec tous ses acteurs, elle peut, et son écosystème, parce que évidemment, ça touche l'amont et l'aval aussi, les fournisseurs, les clients, elle peut arriver à faire des choix stratégiques. L'important, ça sera que dans ces choix stratégiques, elle se dise pas simplement, je fais de la productivité à l'ancienne, mais où est-ce qu'il y a les choses qu'on ne fait pas aujourd'hui ou pas assez bien, qui amènent de la valeur, qu'on pourrait faire en misant sur l'humain. Et ça, nos systèmes comptables, ils ne sont pas faits comme ça. Hein. L'humain est une charge, vous le savez, en comptabilité. Ça n'est pas un investissement. Et donc, mais ces questions-là, je pense qu'il faut les traiter dans chaque secteur d'activité, entreprise par entreprise, au plus près des réalités des métiers en train de se transformer et pas se dire que c'est un grand soir, c'est pas un grand soir, mais ça va être une transformation continue. C'est pour un changement de comptabilité, y compris du PNB. Alors, justement, en parlant d'humain et d'éducation, Julien, vous êtes aux prises avec tous les sujets qui sont abordés ce soir. Où en sont les cadres dirigeants aujourd'hui que vous formez? Ils sont désorientés, ils sont en quête de cap, ils sont anxieux, ils sont sereins? Tout à la fois. Un peu tout à la fois, en effet. Je pense que personne n'a cette boule de cristal qui nous permette de prédire ce que vont être les jobs de demain. On parlait tout à l'heure de 65% pour la génération de nos enfants. Donc il faut aborder tout ça avec beaucoup d'humilité par rapport à cette notion de prédiction. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se concentrer sur les compétences, comme on l'a dit, et puis sur les métiers. Donc quelles sont ces compétences? Et là, il y a des études très précises, très intéressantes du World Economic Forum qui sont publiées régulièrement, l'OCDE, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur la notion de compétences. Après, je pense qu'une école comme nous, en particulièrement sur le positionnement de la formation continue, il faut voir, on est une boussole. On est une boussole, on va fournir les cadres analytiques, on va aussi aider les apprenants à oser aller dans des directions qu'ils n'ont pas jusqu'alors explorées, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous spécialistes dans nos fonctions, on est tous des experts fonctionnels, des experts métiers, mais par contre, la connaissance transversale et la capacité à connecter ces connaissances, ces compétences est souvent assez délicate et ne peut être que réalisée dans la pratique. Donc c'est vraiment être cette boussole, fournir les bons cadres, et comme je le disais tout à l'heure dans ma masterclass, quand on parle d'intelligence artificielle, aller oser comprendre ce que c'est et pas garder ça comme une boîte noire ou comme un outil soit merveilleux, soit effrayant qui va faire le travail à notre place. Non, aller comprendre que oui, de plus en plus, dans la société de demain,
On a besoin d'avoir cette compétence technique, technologique qui nous permet à minima de comprendre, pourquoi pas pour développer ces systèmes-là, parce qu'il y a plein d'autres gens qui le feront mieux que nous, y compris l'IA, mais pour être en capacité à avoir développé ce sens critique et se dire, bah, parce que je comprends ces technologies, je suis en capacité de mieux les gouverner et mieux accompagner leur adoption dans les organisations. Donc nous, nous, Business School, on doit vraiment être à la confluence de tous ces métiers, toutes ces compétences, mais vraiment plus comme un cadre structurant, comme un accompagnateur. Et ce qu'on voit dans nos formations, c'est que les participants, et ça je le dis devant mes collègues, apprennent autant dans l'interaction avec leur pairs que grâce aux enseignements qu'on peut donner, qui sont là, qui sont structurants, qui sont aidants, qui peuvent être éclairants. Mais ce qui fait beaucoup la valeur de la formation continue, c'est ce réseau. Et ce réseau, c'est pas simplement de nous aider à trouver un job 6 mois après, c'est vraiment de partager nos expériences, partager nos difficultés à adopter une technologie ou une autre, partager nos difficultés à mettre en place un nouveau cadre organisationnel. Est-ce que c'est plus plat? Est-ce qu'il y a moins de niveaux? Et ça, c'est vraiment c'est des choses qui se font par le vécu, l'expérience et l'apprentissage. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ces boucles d'apprentissage, elles sont beaucoup plus courtes qu'elles l'étaient avant. Avant, on se reformait peut-être tous les 5 à 10 ans. Maintenant, les cycles, je dirais, de vélocité d'apprentissage et de besoin d'apprentissage sont beaucoup plus courts. Ouais, ce qui veut dire, comme disait Muriel tout à l'heure, la formation continue, c'est pas une ligne supplémentaire sur un CV, c'est maintenant devenu obligatoire pour se mettre à jour tous les 2 ans. Je crois que c'est exactement cela. On a besoin de toujours rester très profond sur nos thématiques et nos expertises fonctionnelles. Donc ça, je crois qu'on peut le faire grâce à des formats très courts et dans lesquels on va en permanence continuer à se former, avoir les bonnes accréditations, avoir je dirais les bons badges qui vont aller sur votre CV. Donc ça reste concerne l'expertise fonctionnelle. Après, sur comment aborder cette technologie cette transformation qui est aussi bien sociétale que technologique, bah là, ça se fait par la confrontation. Confrontation d'idées, confrontation de débats, confrontation de retour d'expérience. Alors justement, Amal, vous qui êtes donc au port de Marseille, comment est-ce que vous ressentez l'ensemble de ces bouleversements et quel impact ça a sur le regard que vous portez en fait sur votre propre organisation? Puis écoutez, d'abord au port de Marseille, mais au-delà, moi j'ai fait une bonne partie de ma carrière dans le transport maritime. Donc on peut dire que le transport maritime m'a toujours été contraint à ces mutations. Il a toujours été impacté par ces mutations. On l'a vu tout à l'heure dans la table ronde où on a parlé de géopolitique et et comment est-ce que la géopolitique elle peut impacter l'économie mondiale, les échanges, etc. Donc nous, on y est confrontés depuis des années et on le voit d'autant plus aujourd'hui parce qu'il y a des contraintes réglementaires, tout simplement, auxquelles il va falloir qu'on écope. Il y a les contraintes réglementaires qui concernent l'industrie, qui concernent le maritime, qui concernent le portuaire. Donc, vraiment une course effrénée à la décarbonisation. Donc ça, c'est un sujet qui est très, très important et qui impacte à la fois les infrastructures, les compétences, qui impacte aussi la façon dont on voit les choses, la façon dont on réfléchit la stratégie de façon globale. Donc, et au port de Marseille, bon, nous on le voit par exemple, c'est un port pétrolier, hein, c'est un port pétrolier, on fait 45 millions de tonnes sur 70 millions de tonnes sur l'année. Au total. Et donc, c'est des énergies fossiles qu'on va être obligé, par la force des choses, à transformer en énergie renouvelable, en énergie plus verte, plus clean. Et pour ça, ben, évidemment, il faut des usines, il faut implanter des usines, il faut décarboner l'écosystème, il faut trouver les compétences qu'il faut au niveau de l'industrie, il faut changer les infrastructures. Trouver des compétences, par exemple, pour les branchements à quai, parce qu'il faut accompagner aussi les clients du port pour pouvoir réussir, en tout cas, cette transition. Et donc, toutes ces compétences ben, nécessitent forcément une formation, nécessitent... alors, pour certains, parce on a des compétences, hein, et particulièrement dans le monde du maritime et du portuaire, on a des compétences qui sont quand même assez impressionnantes, des métiers que moi, personnellement, j'ai découvert au port, je ne savais même pas l'existence.
Mais par contre, évidemment, ces métiers-là, ils sont un petit peu dépassés. Donc, il faut les accompagner par des formations et par la formation continue. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille particulièrement. Et il faut avoir une certaine agilité, une certaine... il ne faut pas être nostalgique, on va dire. Il ne faut pas être nostalgique des métiers. Il faut vraiment être capable de se transformer et l'entreprise les accompagne au quotidien pour pouvoir justement dépasser et puis arriver aux standards qui nous sont imposés à la fois par la réglementation, mais aussi par l'écosystème au global des industriels qui sont autour de nous. D'accord. Voilà. Alors, on voit que les mutations sont profondes, hein, et multidimensionnelles. L'une d'elles est arrivée et est en train d'envahir un petit peu partout, c'est l'IA, évidemment. Et comment est-ce qu'on peut accompagner cette accélération? Julien, on a l'impression que la révolution contre l'IA, c'est aussi une révolution pour chacun. Vous décrivez l'IA comme une rupture politique et vous évoquez l'idée de mindset du pivot. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce concept? Oui, je pense que ce terme de pivot, il est clé parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs formes de collaborateurs dans l'organisation et il y a une de ces formes qui est la technologie, en particulier l'intelligence artificielle. Et il y a des études assez récentes du MIT en particulier qui montrent justement qu'on arrive à des gains de productivité de l'ordre de 30%. Et ce n'est pas tant par rapport au fait que c'est un humain qui va utiliser l'intelligence artificielle comme un agent conversationnel, c'est comment est-ce qu'on va intégrer ces assistants, ces d'IA, dans une équipe. Et comment est-ce qu'on va plus être, ce que je disais tout à l'heure, on va plus être 4, 5, 6 collaborateurs avec des compétences différentes, on va être 4, 5, 6, plus différents agents et avec des compétences différentes, parce que pour l'instant, on a des agents assez spécialisés. Et ces agents spécialisés, ils vont venir s'additionner à l'équipe et ouvrir un champ des possibles qui était alors jusqu'alors impossible avec les 4 ou 5 personnes qui composaient les équipes en question. Et on arrive véritablement à des gains de productivité qui dépassent largement le fait d'ajouter une ressource humaine supplémentaire ou une autre, etc. Donc on arrive à décupler la productivité d'une équipe grâce à ces technologies-là. Et ça, c'est un véritable pivot. Et on parle très souvent d'interaction homme-machine. Oui, l'interaction homme-machine, elle est là, mais c'est comment est-ce qu'on maintenant, on collabore de manière assez étroite avec ces machines en question. Et quel niveau de responsabilité, quel niveau d'autonomie, quel niveau de supervision on donne. Et je crois que ce pivot-là, il est clé parce qu'il va nous permettre de se dire, OK, nous, société de service, eh ben, on a pris entre guillemets le meilleur tout en gardant un niveau de supervision important de ces technologies à disposition. Sinon, ben, je pense on va partir sur des choses beaucoup plus difficiles en termes de productivité par rapport à d'autres pays assez prochainement. Alors, Jérémy, vous, de votre côté, vous parlez d'injonction à l'IA. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi? Il y a plusieurs choses dans ce côté injonction à l'IA. Depuis plusieurs années maintenant, je vois passer un peu plus de 250 organisations, beaucoup de grandes entreprises qui disent qu'il faut qu'on se dépêche, on est en retard sur l'IA. Et en fait, moi, la question que je pose toujours, c'est en retard par rapport à quoi? Pour aller où? Et donc, on est en retard, on fait plein de choses. Vos boîtes, peut-être ces dernières années, ont passé beaucoup de temps à former au prompt. La formation au prompt nous apprend une chose, c'est que les gens bien câblés arrivent à gagner du temps. Les gens qui ne sont pas super bien câblés ne gagnent pas de temps, même ils créent des parasites pour l'entreprise. Et ça nous apprend une chose, c'est que ces outils ne sont pas meilleurs que ceux qui les utilisent aujourd'hui. Et je te rejoins complètement. Quand on aura des agents complètement autonomes pour lesquels il n'y a pas besoin d'un humain dans la boucle, ce sera un autre sujet. Mais pour l'instant, quand on a des humains qui vont utiliser ces outils, la technologie, on s'en fiche complètement, puisque ce qui va compter, ces technologies reposent sur du langage naturel. Autrement dit, ça va reposer sur notre capacité à penser clairement un propos, le formuler, puis créer des boucles itératives avec la machine pour obtenir le livrable qu'on souhaite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement en fait que plutôt que de dépenser beaucoup de ressources dans le fait d'apprendre à prompter, on doit dépenser beaucoup de ressources dans le fait d'apprendre aux gens à réfléchir. Et là où il ne faut pas s'y tromper, c'est quand une machine comme ça, elle bug, en quelques jours, c'est corrigé. Un humain qui ne pense pas correctement, ce n'est pas quelques jours qu'il faut prendre pour le recabler. Et donc là, j'en viens sur la suite de mon propos, où c'est le narratif dans lequel on est aujourd'hui. On suit un narratif américain, un narratif sino-américain qui nous dit qu'il y a une compétition à l'IA. Tant qu'on suivra ce narratif, on ne pourra pas atteindre notre ambition
d'avoir une société dans laquelle les gens sont capables de penser par eux-mêmes, pour eux-mêmes, dans un esprit de bien commun, tout ce qui constitue nos valeurs européennes. Ce sera impossible. Et donc, en fait, il faut être capable de comprendre que quand on est en train d'apprendre, on doit ralentir, ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps. Et qu'à côté de ça, en fait, on ne peut pas développer certaines qualités si on concentre tout sur la technique. La technologie doit rester un outil. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Et je rejoins ce que disait Muriel tout à l'heure. C'est que quand on regarde la manière dont un être humain fonctionne, il a en fait 5 grandes dimensions. L'école, de manière générale, la formation continue, de manière générale, n'en développe qu'une. Dans ces 5 grandes dimensions, vous avez les connaissances. Et donc, les connaissances, ça peut être des faits, des schémas, des concepts. Il faut savoir qu'en pédagogie, chacun de ces 3 choses, déjà, c'est 3 techniques pédagogiques différentes. Bref. Donc, les connaissances. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle la cognition. Autrement dit, là, les connaissances, c'est le stock. On vous met des choses dans la tête pour que vous puissiez les solliciter. 1515. Voilà, bravo. Vous avez des bonnes clés USB. Donc, 1515 Marignan, ça, c'est les connaissances, le stock. Maintenant, la cognition. La cognition, c'est notre capacité à être capable de rassembler des éléments, faire des liens pour pouvoir créer un raisonnement. Quels sont les apports que Marignan pourrait nous enseigner pour mieux appréhender le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine? Ça, c'est de la cognition. Vous voyez, le système tout de suite est un peu plus défaillant sur cet aspect-là. Un troisième aspect qu'on appelle la connation. Et la connation, là, le système, on n'en parle même pas, puisque la connation, c'est quoi? C'est tout ce qui va constituer notre filtre identitaire, nos valeurs, nos moteurs de motivation, notre personnalité, nos croyances, nos biais, nos traumas. Donc tout ce qui va faire en fait qu'on est nous et que 2 personnes à compétences égales ne vont pas utiliser leurs compétences de la même manière, ne vont pas penser la même chose et ne vont pas se comporter pareil. Tout ce qui fait qu'on n'est pas capable de désapprendre bien à l'âge adulte. Donc la connation est l'élément clé qu'on doit travailler dans notre société si on veut pouvoir faire rentrer d'autres choses et des schémas différents. Là, ce qu'on est en train de vivre, quand tu parles du pivot, c'est aussi un pivot mental. On doit apprendre à travailler différemment, à fonctionner différemment. Et ça veut dire déjà apprendre à désapprendre. Donc oui, la capacité d'apprendre à apprendre est importante, mais elle passe déjà par la capacité à désapprendre. Et après, il y en a 2 autres, bon, là, qu'on a complètement oublié dans le système. Et là, je vous rejoins complètement. L'émotion. Je vois quelqu'un qui m'impressionne, je rougis, ça n'a rien à voir avec mes croyances, avec mes machins, c'est biologique. On a des réactions biologiques. On est un sac de cellules et d'hormones. Et on a tendance parfois à vouloir se prendre pour autre chose. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le sensorimoteur. La seule chose qui fait qu'en tant qu'être humain, je comprends que je dois m'adapter, c'est parce qu'à un moment donné, je reçois les signaux. Comment je les reçois? Parce que je vois, parce que j'entends, parce que je goûte, parce que je touche. C'est la data qu'on reçoit, les sens. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on produit des compétences? C'est parce que notre corps est capable de se mettre en mouvement, que ce soit pour taper sur un clavier en tant que développeur, que ce soit pour serrer des mains ou pour prononcer un discours. Donc toute cette partie-là, en fait, le rapport au corps, qu'on connaît bien dans les méthodes alternatives, aujourd'hui, en fait, elle est au cœur de ce que ça veut dire être compétent. On n'est pas compétent si on n'est pas capable de maîtriser consciemment ces 5 dimensions dans un contexte donné. Repenser l'éducation demain et pourquoi la course à l'IA aujourd'hui, telle qu'elle est faite, elle ne peut pas permettre en fait une coexistence saine entre l'humain et la machine, parce qu'on développe la machine sans développer le rapport à nous-mêmes en tant qu'humains. Muriel, petite question, comment est-ce qu'on peut préparer les individus justement et les entreprises et les écoles à se projeter dans des médias qui n'existent pas encore? On en a parlé vaguement tout à l'heure. Je voudrais peut-être rebondir d'abord sur ce qu'ont dit de collègues, parce que je pense que c'est un sujet très très important. Quand on dit que ça amène une évolution de l'humain, l'IA, c'est un peu, voilà, c'est un peu le film dystopique, etc., qu'on a en tête, d'un danger qui arrive de notre propre création, qui est l'IA. Mais je pense que ça amène quand même à se questionner sur 3 choses. La première, c'est que je pense qu'on entre dans une ère socratique. Parce que l'art de poser la bonne question, c'est quand même le plus important. Ce ne sera pas d'avoir toutes les réponses tout le temps. Ça sera impossible dans n'importe quel domaine, y compris quand on est spécialiste. Mais la différence entre une frénésie de prompts qui n'aboutissent à rien et la capacité à réfléchir, à se poser la bonne question et à la poser et à se faire aider pour les réponses, ça va être très important. Donc l'art de poser les questions, c'est l'art socratique, est d'ailleurs très intéressant par rapport à l'aspect pratique et sensomoteur. Socrate disait on ne peut bien apprendre on ne peut bien réfléchir qu'en marchant. Ce qui est vrai, il y a une oxygénation du cerveau. Voilà. Donc j'ai une proposition pour les secs, vous devriez faire tous les cours en marchant. Et vous allez voir, ça va cartonner. Et en plus, on fait ses pas en même temps, ce qui est quand même une bonne affaire. La deuxième chose que je voudrais dire, et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que
Demain, on va avoir dans une équipe, va apprendre à travailler avec des êtres physiques et des êtres virtuels, des agents. Sauf que faudrait déjà apprendre à coopérer. Enfin, et ça, c'est pas le point fort de notre système éducatif, notre système social et des relations d'entreprise. Je vais faire une anecdote. Dans une des deux grandes, je ne vais pas le dire laquelle, dans une des deux grandes entreprises, j'étais première femme membre du COMEX et des GRH. Bon, donc il y en a deux qui commencent par D toutes les deux. Un jour, voilà, le président me dit, écoute, je ne comprends pas, tu es une femme forte, etc. Et pourquoi, quand tu es avec tes collègues du COMEX, tu te montres en faiblesse, alors que ce n'est pas du tout toi? Je me montre en faiblesse. Mais oui, tu veux coopérer tout le temps. Il n'y a que les faibles qui coopèrent. J'ai dit, oula, là, il y a du reset mental à faire. Donc voilà, donc j'ai fait. J'ai 30 secondes pour une anecdote pour vous faire rire là-dessus, parce que c'est un petit truc aussi pour le leadership féminin. Je me suis dit, bon, je ne vais pas le convaincre, parce qu'il ne comprend pas que la compétition, c'est à l'extérieur, que la coopération, c'est à l'intérieur, en principe. Enfin bon. Donc j'ai fait une chose, c'est qu'au COMEX suivant, j'ai fait une colère qui avait l'air chaude, qui était totalement froide, que j'avais programmée. J'ai aligné proprement un de mes collègues qui était particulièrement en management un peu craignos. Et je l'ai aligné, mais vraiment comme on peut faire quand on est au théâtre, donc proprement. Et du coup, le président en question a dit bah, y a une seule qui a des couilles ici, c'est Muriel. Voilà, ce qui était un compliment dans leur logiciel. Voilà. Je l'ai bien pris comme un compliment. Mais le rigolo, c'est que le lendemain, tous voulaient coopérer avec moi. J'étais devenue la louve dominante voilà. Et donc, ça a été formidable pendant quelques mois parce qu'ils ont commencé à coopérer super. Et évidemment, tout est transversal dans l'entreprise, donc il faut coopérer. Et puis au bout de quelques mois, bah, le réflexe revenait. Et donc j'ai mis dans mon agenda un mystérieux FCC, qui voulait dire faire colère en COMEX. Et je l'ai programmé pendant les 3 ans. Et pendant 6 ans, j'ai fait ça. Et ça a très bien marché. Voilà. Et je l'ai dit après, je l'aurais dit après. Mais c'est juste pour dire qu'on n'est pas habitué du tout à. Donc il va falloir apprendre déjà à coopérer entre humains et coopérer. Voilà. Et puis un petit rebond sur l'éducation. On a particulièrement du boulot à faire en France parce que, par exemple, en Finlande, qui est numéro 1 dans le classement PISA depuis des années, ex aequo souvent avec Singapour pour des méthodes différentes, mais en Finlande, ça fait très longtemps, et au Danemark aussi, que l'intelligence émotionnelle, créative, le rapport à la nature, le rapport au corps, il y a les cours de l'empathie, la coopération, tout ça, c'est intrinsèquement dans la formation. Et je pense que ça va être totalement nécessaire. Alors voilà, pardon. Non, non, je vous en prie. Mais pour les entreprises, je voudrais dire une chose, c'est quand même, il y a une prise de conscience à faire que la formation, ça ne va pas être que les stages. Alors, oui, les écoles, les universités, les centres de formation ont un rôle très important d'accompagnement de tout ça, mais une grande partie va se faire dans l'entreprise. Les expériences d'organisation apprenante, elles existent, elles sont encore très confidentielles. Bon, j'ai vu l'autre jour chez Michelin, ils commencent à avoir un truc assez élaboré, il y en a d'autres. Mais comment on fait des boucles de rétroaction qui est dans le travail, on se demande en permanence, pas simplement ce qu'on a réussi et ce qu'on a raté, mais qu'est-ce qu'on a appris. Ben, si vous mettez 100 000 collaborateurs d'une entreprise en permanence chercher, mais qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on apprenne pour la suite, vous allez voir que c'est une machine de guerre. Mais ça demande des processus organisationnels, managériaux, RH et formation un peu différents. Mais ce sera le seul moyen d'aller à la vitesse, à l'ampleur, et accessoirement, ça rendra le travail plus désirable et plus intéressant. Et prendre du temps pour autre chose que produire. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent supprimer les machines à café dans les boîtes parce que ça perd du temps. Ben, ils n'ont rien compris. Ça ne va pas marcher. Alors, je reviens sur ma question, mais en quelques mots. Comment est-ce qu'on peut préparer les individus, mais aussi les entreprises, les écoles, à se projeter dans des métiers qui n'existent pas encore? Quelques mots. Alors, le métier, ce n'est pas une liste de tâches, de compétences techniques. Il faut penser autrement le métier. Et deuxièmement, il faut préparer à tout ce qui va être justement des connexions entre personnes, à l'intérieur de l'entreprise, avec l'écosystème, et des connexions dans des secteurs différents, pluridisciplinaires, et puis la connexion avec les aspects créatifs, émotionnels, tous ces aspects-là. C'est dans cette vision très holistique, en fait, de la formation,
et aussi des organisations et des systèmes de reconnaissance dans l'entreprise, hein, qu'on va préparer, non pas à tel métier du futur, parce que je suis d'accord, personne n'a la liste des métiers de 2050. On ne sait même pas comment ça se nommera, donc encore moins ce que c'est, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça va être de la transformation continue. Et pour ça, il faut en permanence préparer les organisations et les individus à cette évolution, pas par rapport à un but, mais sur le chemin. Sur le chemin, il y a quand même des certitudes, à quelques années près, et ça va être un mouvement continu. Oui, et pour compléter, un élément important en théorie de l'apprentissage, c'est la notion de sécurité psychologique. Et donc, on confond malheureusement dans beaucoup de boîtes avec le confort. Donc la sécurité psychologique, c'est ce on se sent libre d'essayer, de se tromper, d'aller apprendre, d'aller faire autre chose que ce qu'on est censé faire, mais pour à la fin pouvoir peut-être faire plus que ce qu'on était censé faire. Donc on se sent libre en fait, on comprend le cadre et on n'a pas besoin de suivre chaque ligne dans le cadre, on joue dans le cadre. Et ça, c'est la sécurité psychologique qui l'apporte. Et c'est la grande différence avec le confort, où le confort, c'est on a creusé des sillons dans le cadre et on n'en sort jamais. Et donc, typiquement, ben, aujourd'hui, dans la plupart des boîtes, il y a très peu de sécurité psychologique, mais beaucoup de confort. Et là, je parle de secteurs que je connais très bien, dans l'industrie, dans la banque, dans l'assurance, par exemple. Énormément de confort, mais très peu de sécurité psychologique, parce que si on l'ouvre, on se fait couper la tête. Et donc, tant qu'on a ces comportements-là, on ne peut pas être dans une culture apprenante. Parce qu'en fait, tout ce qui compte, c'est reproduire les codes de la réussite. Alors justement, Amal, comment est-ce que vous vivez, vous, l'arrivée massive de l'IA? Est-ce que vous sentez le besoin de vous former? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez pour vous-même, vos équipes? Alors, oui, évidemment. Bon, moi, je travaille dans un établissement public, donc le Grand Port Maritime de Marseille. C'est quand même, c'est une entreprise, mais ça reste un établissement public. Donc, l'intelligence artificielle, donc il y a quand même certains sujets sociaux qui sont assez importants. Mais n'empêche que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on appréhende vraiment bien au port. D'abord parce qu'il y a les questions de sûreté-sécurité. Donc, on a besoin de l'intelligence artificielle pour accompagner ces aspects-là. Donc, par exemple, avec la mise en place d'un système de reconnaissance faciale, puisqu'il y a quand même énormément de flux dans un port, des marchandises qui rentrent, qui sortent, des camions, des voitures. Enfin, il y a quand même énormément de flux humains et de marchandises. Et donc, et on utilise l'intelligence pour ça. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour investir sur plutôt des outils qui facilitent un peu la fluidité du passage. Parce que un port, bah, ça nécessite énormément d'efforts pour se différencier par rapport aux ports concurrents. Donc, on cherche la compétitivité. Et donc, pour arriver à cette compétitivité, on utilise l'intelligence artificielle. Par contre, au quotidien, donc bon, je peux le dire, hein, on commence de plus en plus à travailler avec Copilot. Hein, voilà, quelque chose, un logiciel qui facilite un peu les choses au quotidien pour les différents collaborateurs. Alors, il y a différentes, on va dire, différentes personnes. Il y en a qui sont très réfractaires à ce type d'outils qui permettent justement de faciliter les choses. Et il y en a d'autres qui sont absolument, qui adhèrent immédiatement à l'outil et qui arrivent justement à gagner en productivité. Ils ne le savent pas. Alors, bien sûr, il faut accompagner, bien sûr, il faut former, même s'il y a les formations, il y a une formation continue sur ces différents outils, mais on reste quand même dans un cadre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, il y a certaines personnes qui sont dans une logique où oui, le changement pour eux, c'est quand même quelque chose d'assez assez compliqué à mettre en place, assez compliqué à accepter. Mais l'accompagnement, le management permet justement de les amener à accepter que le monde change, qu'il y a des mutations et qu'il va falloir de toutes les façons aller au même rythme que le temps, quoi. Sinon, on est complètement dépassé autant qu'entreprise, où on est quand même confronté à l'international et on est en face de grands ports maritimes qui sont l'un de nos ports concurrents, c'est le port de Rotterdam. Donc le port de Rotterdam a investi énormément dans l'intelligence artificielle sur
pas mal de sujets. Et donc, on est obligé de toutes les façons à s'y mettre. Et donc, on y arrive petit à petit, mais on y arrive. Alors, Julien, il faut toujours savoir tirer les leçons du passé. Est-ce qu'on peut s'inspirer des précédentes révolutions industrielles pour, pour apporter cette nouvelle déferlante technologique? Oui, je vais répondre à cette question, mais je voudrais juste revenir un petit peu sur les éléments. Je pense que quand on parle d'apprentissage et quand on parle d'apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre, je crois que c'est important. Il y a quelques jours de cela, on était en atelier et se questionnait sur le futur des écoles. Et on avait la chance d'avoir plusieurs directeurs de grandes écoles françaises qui étaient là. Et donc, on réfléchissait à l'éducation et à ce que ça devait être, ce que nous, acteurs de l'enseignement supérieur, devons être en capacité de développer. Et il y a une idée clé qui m'a semblé importante, c'est de se dire, c'est pas tellement pour former au métier de demain, c'est pour former à votre cinquième métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes à l'ESSEC, dans la partie programme grande école, par exemple, c'est pas tellement de devenir expert comptable ou avocat ou avocat au droit pénal ou autre, c'est véritablement de se dire comment est-ce que nous, on va être en capacité, école, à vous aider à anticiper, à comprendre ce qui va se passer dans votre quatrième ou cinquième mouvement. Et ça, la réponse, en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas la réponse, mais par contre, c'est appréhender l'incertitude, appréhender la complexité et savoir évoluer dans ces événements extrêmement incertains. Et je crois qu'Aurélien sera d'accord. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la géopolitique, personne n'était en capacité. Et peut-être qu'il y avait des signaux faibles, mais personne n'a été suffisamment agile pour tirer la sonnette d'alarme et dire, OK, là, on est face à un vrai danger. Donc, comment est-ce qu'on apprend, on se positionne face à ces enjeux d'incertitude et de complexité. Et on sait, les théories de la complexité, elles sont extrêmement difficiles à appréhender dans une organisation parce que justement, on n'aime pas l'insécurité. Nous, humains, on n'a pas été, je dirais, programmés pour cela. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, sur cette notion de langage et de dialogue avec les machines, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a appris aux machines, et tout à l'heure, je parlais du NLP, on a appris aux machines à, entre guillemets, à comprendre les humains. Il y a cette science qui s'appelle Natural Language Processing. Donc maintenant, une machine, elle est en capacité, via un signal et un modèle d'apprentissage, de comprendre ce que veut dire un humain quand il lui parle. Et ça, c'est tous les assistants vocaux qu'on utilise au quotidien. Mais par contre, nous, maintenant, on se doit d'apprendre à communiquer avec les machines. Et pour cela, on doit comprendre comment elles fonctionnent, ces machines. Et aujourd'hui, c'est des architectures binaires. Aujourd'hui, c'est des système de mots-clés avec les mécanismes d'attention, etc. Et donc, mais ça, on a besoin que je dirais que la société, au sens large, s'éduque sur aujourd'hui comment fonctionnent ces assistants et ces agents conversationnels. Donc ça, c'est véritablement pour moi le petit point d'éclairage que je voulais apporter. Ensuite, sur les révolutions technologiques et industrielles, et Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est chaque révolution industrielle a insufflé un vent de changement sans précédent, avec des transformations sociétales, avec des transformations des mœurs sans commune mesure. Et on est véritablement dans cette situation-là. Il y a eu on ne va pas remonter à la vapeur, etc. Mais il y a eu énormément aujourd'hui de bouleversements par rapport à des technologies. Donc on sait que ces technologies ont drivé du changement et on est véritablement dans cette situation-là. Donc je pense que c'est très intéressant de comprendre rétrospectivement comment ces changements ont été abordés. Et là, on le voyait tout à l'heure, oui, il y a des vagues transformationnelles par rapport à des pénuries de compétences qu'il va falloir adresser. On parlait du marché de l'emploi en disant qu'il y a de moins en moins de nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année, il faut absolument regarder et essayer de comprendre historiquement comment est-ce qu'on peut adresser tout ça. Ouais. Donc la perspective historique me semble clé pour anticiper les évolutions futures. Alors, la question de l'adaptabilité va être particulièrement importante. Muriel, vous défendez une formation embarquée, itérative, hybride. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cela? Oui, c'est un peu ce qu'on a commencé à dire, je pense, collectivement. C'est que on a encore un modèle, là aussi, il faut désapprendre les modèles mentaux. On a un modèle mental qui est on se forme, puis on travaille. Bon, c'est fini ça. Enfin, c'est plus du tout comme ça que ça va se passer. Donc, travail et formation, enfin, apprendre. Apprendre, j'aime mieux le mot learn que. Voilà, apprendre, c'est plus dynamique que formation, qui est un objet. Donc, la question des systèmes d'apprentissage en continu individuel et collectif, parce que vous l'avez évoqué, enfin, je viens de l'évoquer, on apprend aussi en faisant et en partageant et en questionnant ce qu'on fait. Ce n'est pas une somme d'apprentissage individuel uniquement, loin de là.
même si les apprentissages individuels continueront. Et donc, il faut embarquer les modes d'apprentissage dans l'entreprise. L'entreprise a souvent tendance à penser, il y a des organismes externes qui lui ont formé des gens, elle fait le complément d'adaptation pour que ça se passe bien dans l'entreprise, aux spécificités de l'entreprise, mais elle a un rapport quasiment de fournisseur-client au système éducatif. Ça, c'est fini, parce que le système éducatif ne peut pas être fournisseur d'une matière en transformation. L'entreprise a un rôle dans la fabrication continue des compétences, au sens large du terme, et c'est ce qu'on voit par exemple à travers l'apprentissage. Ça ne va pas suffire non plus. Donc, il faut un nouveau rapport pour qu'on embarque dans les pratiques du quotidien, un peu comme on fait pour la qualité. La qualité, c'est quoi? Dans les process de qualité, il y a tous des systèmes de contrôle, mais il y a des systèmes d'itération où les agents, pas au sens IA, où les acteurs eux-mêmes, y compris de terrain, y compris au niveau ouvrier, employé, vont auto-diagnostiquer et voir ce qui doit être amélioré. Eh bien, il faut arriver, et pour ça, je suis d'accord avec Jérémy, il faut cette sécurité psychologique. Il faut pouvoir dire que de toute erreur, on apprend quelque chose. Alors là, oh là là, une erreur, c'est une faute en français. Donc voilà, déjà, on a un problème de vocabulaire. C'est mal, une erreur. Voilà. Mais on ne va pas apprendre. Sinon, il faut avoir une mentalité de chercheur dans l'entreprise. Le chercheur, les trouveurs, c'est rarement ce qu'ils ont cherché exactement qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé sur le chemin quelque chose qui avait un rapport avec leur objet de recherche, mais qui n'était pas ce qu'ils avaient prévu. S'ils avaient prévu à l'avance, il n'y aurait pas eu de recherche. Et donc, cet esprit recherche individuelle et collective, embarqué dans des processus donc, du management d'organisation, du temps pour ça, pour se dire mais qu'est-ce qu'on apprend de ça, qui a appris quoi, qu'est-ce qu'on peut faire mieux demain, où est-ce qu'on devrait aller chercher des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas faire, c'est très important. Et pour ça, il faut, c'est un des sujets importants, il faut le faire avec 100% des salariés. Parce que le risque d'une nouvelle division du travail entre des postes, là pour le coup, qui seront un peu les donneurs d'ordre, et une classe moyenne qui va se raréfier quand même dans ce système-là, et une masse qui est censée être que des exécutants, c'est très dangereux socialement, mais c'est dangereux aussi pour, à mon avis, la performance durable des entreprises. Et pour ça, il faut former tout le monde. D'ailleurs, par exemple, Danone, sur l'IA, toujours dans l'idée, on a besoin de comprendre un minima, non pas comment ça marche au sens technique, mais comment ça marche dans sa logique. Finalement, c'est un langage, voilà, de comprendre ça. Et ils ont fait un fonds pour former 100% des 90 000 salariés dans le monde, l'ouvrier d'Indonésie comme le cadre de Paris. Et je trouve que ces démarches-là sont intéressantes parce qu'il faut vraiment faire l'empowerment pour tout le monde. Sinon, on aura effectivement une fracture au sein des entreprises et qui, à mon avis, qui est socialement détestable, très socialement dangereuse, mais qui n'est pas non plus aussi la performance. Il faut miser sur l'humain. Et pour miser sur l'humain, dans sa capacité d'apprendre en continu, et que de cet apprentissage, on crée de l'innovation, des productivités peut-être plus larges que la seule baisse des coûts. Et donc là, il y a un champ d'expérimentation, il y a un champ d'innovation pour les entreprises qui est quand même très intéressant. Ça va aller en tâtonnant, hein, mais du moment que ça avance, on va apprendre beaucoup et ça peut même être assez passionnant et réenchanter un petit peu le travail qu'on a bien besoin. Alors, Julien, justement, se former, ça veut dire à quel rythme, sous quel format, et comment est-ce qu'on peut redonner envie d'apprendre? Se former à quel rythme? C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit hein, sur les programmes de formation continue, beaucoup plus de formats courts. Donc, format court, on va plutôt parler de certificat que de diplôme, en tout cas aujourd'hui par rapport à la taxonomie et l'organisation de notre offre de valeur. Donc, des certificats courts de 3 jours, 5 jours, 6 jours, ou alors des choses qui peuvent aller jusqu'à 18 jours. Après, on va basculer sur des formations plus longues. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est de plus en plus difficile de s'absenter longtemps du travail, ou après 10 ans, de partir pendant 1 an et demi, de refaire un executive MBA. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a l'impression de rater un train dans son organisation. On n'a pas l'impression de pas forcément avoir les moyens, les financiers, temporels, pour pouvoir se dégager ce temps-là. Donc du coup, nous, on essaye de s'adapter à ces mutations.
Et on le voit aussi, la formation en ligne, mais très humaine. Si on fait du online, il ne faut surtout pas que ce soit des cours massifs online open course, où là, vous allez être quelque part déshumanisé en tant qu'apprenant. Non, si on fait du online, il faut vraiment qu'il y ait une expérience, même si elle est intermédiée par la technologie, qui soit de qualité avec des experts, avec des coachs, avec un lien continu et fort avec les apprenants. Donc ça, c'est quand on fait du online. Si on fait du online, c'est très humanisé. Et si on fait de la formation, je dirais, sur site, et ben là, il va falloir passer sur des modes hybrides où on va avoir un certain pourcentage. Là, on a lancé un executive MBA hybride qui fonctionne très bien. Et je crois que c'est la proposition de valeur qui plaît, c'est le fait qu'il y ait 30% des cours qui soient sur site, c'est-à-dire à travers 4 résidences, 2 à Paris et 2 dans des très belles villes du monde. Et le reste du temps, c'est du online, mais toujours avec cette intermédiation humaine. Et ça semble correspondre à un rythme de travail où vous pouvez continuer à évoluer dans une organisation, continuer à réaliser vos fonctions tout en vous formant. Mais ça marche que si c'est humanisé, avec un lien, avec des travaux de groupe, avec un sens collectif qui est donné à cette formation. Parce que d'être seul on a tous suivi les processus d'apprentissage de learning management, d'être seul face à sa petite caméra et sa vidéo, ça ne marche pas. Il faut vraiment donner du sens et du collectif. Alors, Amal, vous avez vous avez pris une formation à exécutive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez imaginé aussi avoir besoin de continuer à avoir d'autres formations? Alors, avant de parler de ça, moi, je voudrais juste rebondir sur ce sujet-là parce que, et partager vraiment une expérience personnelle. Moi, j'arrive du monde du maritime. J'ai bossé pendant 20 ans dans une compagnie maritime où je maîtrisais parfaitement tout ce qui a trait au navire, à la logistique terrestre, évidemment, parce on fait énormément de multimodal quand on est en compagnie maritime. Et puis, je suis rentrée au port il y a 2 ans et je n'avais mais aucune idée de ce que c'était une industrie. Voilà, pour vous dire, je ne savais rien de l'industrie. Et ce qui est formidable dans cette entreprise, c'est qu'on travaille en mode projet sur les différents projets qu'on a. Par exemple, le branchement à quai, bon, ben, ça va réunir les directions qui s'occupent de l'aménagement, les directions qui s'occupent des utilités, que ce soit électricité, eau, voilà. Et, et moi, ma formation, elle s'est faite avec ces groupes de travail. Donc, je n'ai pas eu une formation continue, j'ai pas eu, bien sûr, on a eu un onboarding, mais qui, évidemment, on a l'onboarding dans une entreprise, mais on a tout de suite besoin de commencer à produire. Et la formation, elle peut aussi se faire à travers voilà, des situations de travail. Exactement. On n'est pas obligé. Après, ce qui est important à savoir, c'est que on a besoin d'être curieux. Donc, on peut, moi je le vois, on a des collaborateurs parfois qui arrivent. Donc, personnellement, j'ai découvert ce que c'était qu'une enquête 4 saisons parce qu'il y a des aspects environnementaux qui sont super importants quand on veut implanter une usine, etc. Et donc, il a fallu, la première réunion que j'ai faite, pour vous dire, j'entendais une enquête 4 saisons. Je ne savais pas du tout que c'était lié aux 4 saisons, été, hiver, printemps. Je me posais la question, mais c'est quoi ce truc? Et puis finalement, il faut aller chercher, il faut être curieux, il faut aller. Et donc, et c'est dans le cadre de cette curiosité, quand j'étais dans le maritime, que un jour j'ai décidé, parce que je suis arrivée un peu au plafond de verre et j'avais besoin de respirer en fait. J'avais besoin de respirer, de sortir de ma zone de confort et de voir autre chose, d'être peut-être formée. C'est pas du tout la motivation d'avoir un diplôme sur mon compte LinkedIn, de dire oui, j'ai fait l'executive MBA qui m'a vraiment motivée pour faire ça, mais c'était plutôt vraiment la curiosité de sortir et de réfléchir un petit peu, de respirer, de voir autre chose, de sortir de mon quotidien. Et cette expérience, elle a été formidable parce que justement, ça m'a amené à partir à l'international, un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis d'origine marocaine et je suis arrivée en France il y a une trentaine d'années. Et donc l'international, l'étranger, voilà, c'est des sujets qui me passionnent particulièrement. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Et l'ESSEC, bah, évidemment, ça a été une formation formidable avec des sacrifices, certains, mais aussi avec un esprit collectif qui nous
comment dire, qui nous mène vers une vision de la vie. Alors, bien sûr, on apprend de la compta, de l'analyse financière, enfin, il y a des sujets vraiment très techniques, mais l'apprentissage, le plus important, ça a été l'humain, quoi, quand même. Voilà. Alors, j'ai une question très rapidement. Qui est responsable du lifelong learning? Est-ce que ça doit être l'entreprise? Est-ce que ça doit être l'État? Est-ce que ça doit être l'école? Est-ce que c'est chacun, sa propre responsabilité? Je ne sais pas qui veut répondre. Muriel? Tout le monde, Oui. parce que c'est un processus à la fois économique, social et sociétal. Donc, je pense que c'est tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis assez optimiste sur l'appétence à apprendre de beaucoup de gens. Je donne un exemple. Quand on a lancé le compte personnel en formation, beaucoup de gens m'ont dit, bon, on va ouvrir ça à 30 millions de personnes, mais en fait, il n'y a que les cadres qui vont venir pour ceux qui vont déjà en formation continue et qui vont se former. Eh bien, on a, sur les 8 millions de Français qui l'ont déjà utilisé pour ou prendre du recul, ou changer de métier, ou avoir une promotion, ou mieux maîtriser certains aspects, pour différentes raisons. 80% sont des ouvriers et employés qui, en général, ont très peu de formation, sauf l'adaptation au poste du travail au sens le plus étroit du terme. 50% c'est des femmes qui d'habitude n'y accédaient beaucoup moins dans les statistiques, et 20% c'est des seniors qui n'accèdent jamais à la formation continue. Donc c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a quand même une appétence, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre des choses nouvelles pour toutes les raisons, comme elle a dit. Et ça, c'est plutôt bien. Après, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis persuadée que les entreprises toutes seules ne peuvent pas être la seule fabrique des compétences parce qu'elles-mêmes, elles sont en apprentissage continu, qu'il faut tout le système éducatif. Alors, la formation initiale qui serait que formation initiale, ça, pour moi, c'est un problème parce qu'ils ne vont pas être au fil du temps suffisamment connectés avec les évolutions. Mais donc, ce n'est pas le cas des l'ESSEC, ce n'est pas le cas des écoles, mais par exemple, c'est un problème. Il y a certains domaines universitaires où il y a ce côté formation continue, il y en a où il n'y a pas. Donc, je pense que vraiment, initial et continu, ça doit être très poreux. Je pense aussi que on va inventer des systèmes d'apprentissage, de mise en situation, d'expérimentation. Les Learning Expeditions, ça existe depuis longtemps, mais ça fait partie aussi des choses qui sont très efficaces pour bouger le cadre mental tout en apprenant des choses, en individuel et collectif à la fois. Donc je pense qu'en fait, c'est place à l'innovation sur le développement des compétences, sur la bataille des compétences, qui va être quand même un des gros sujets de compétitivité de demain. Je pense qu'il y a place pour beaucoup d'innovation et que c'est ça qu'il faut viser. Il y a un autre sujet qui est important, c'est le leadership, parce qu'il faut réinventer le leadership. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un manager apprenant Jérémy, je sais que là-dessus, vous avez... Alors, je pense je vais que faire vous attention, suivez. on est dans une école de commerce et dans la même phrase, on vient de dire leadership et management. C'est pas la même chose. Voilà, Voilà. D'accord. Mais on l'avait préparé, celle-là. absolument. Vous voulez me faire parler de ça et j'ai dit aussi, mais c'est pas la même chose. Donc déjà, en fait, le manager apprenant, enfin, pour moi, c'est presque un oxymore. C'est ce que doit être le manager. C'est surtout, il faut parler en fait du grand changement qu'on a vécu sur le manager à l'ancienne, command and control, le manager qui va être extrêmement descendant et faire le lien strict entre deux couches hiérarchiques, en gros, celle au-dessus de lui, celle en dessous de lui, et le manager qu'on a aujourd'hui qui va être, tel qu'on devrait l'avoir aujourd'hui, qui doit être plus un vecteur de réalisation de son équipe. Le boulot du manager, il est très clair, faire en sorte que l'équipe produise à son optimum. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenir compte des contraintes et des qualités individuelles et tirer le meilleur du collectif. Mais être manager en 2025, ça veut dire être capable de s'adapter à chaque individualité. Et comment on fait ça sans en fait, trahir le jeu du collectif? C'est-à-dire que si je donne ça à quelqu'un, est-ce que je ne crée pas de l'inéquité pour les autres? Et donc ça, c'est le manager moderne, parce qu'en fait, on est quand même dans une époque aujourd'hui où, eh ben, tiens, cet après-midi, j'ai un rendez-vous médical, et ben, je ne vais pas forcément poser mon après-midi pour y aller. Et donc, et moi, je dis heureusement. Mais en fait, dans toutes ces logiques-là, en fait, c'est-à-dire que le manager, il doit accepter une certaine flexibilité dans ce que veut dire travailler. Il doit accepter une certaine flexibilité dans la porosité qu'on a créée entre le pro et le perso. Un exemple de porosité encore plus forte entre le pro et le perso, c'est ce qui s'est passé au moment du Covid, où beaucoup de boîtes ont commencé à payer des thérapies à leurs collaborateurs, quelque chose qui aurait été inenvisageable avant dans un pays comme la France. Si en plus, dans un pays comme la France, si on fait une thérapie, c'est franchement qu'on est un peu zozo, c'est qu'on n'est pas très bien.
Moi, je dis en fait, une personne qui ne fait pas, qui ne fait pas de thérapie est probablement une personne juste qui ne sait pas qu'elle a besoin d'aller mieux. Mais la thérapie, le coaching sont aujourd'hui des outils qui deviennent à disposition du manager en disant, est-ce que tu veux qu'on t'ouvre un accès à une thérapie? Est-ce que tu veux qu'on t'ouvre un coaching? Et ça, c'est des choses en fait qui étaient encore il y a peu abordables. Aujourd'hui, les managers modernes commencent à s'y ouvrir, mais ils peuvent le faire uniquement quand le cadre de l'organisation le permet. Et donc, pour moi, il y a deux types de managers modernes. Il y a celui qui est dans une organisation qui autorise et qui permet, et qui dit au manager, tire le meilleur dans ton équipe, tu t'y prends comme tu veux. Et il y a celui qui dit, alors en fait, moi, j'ai besoin que tes gars, là, ils aient fait le boulot pour hier, qu'en plus de ça, on ne veut pas trop de problèmes, tu te débrouilles comme tu veux, je veux des résultats immédiats, je ne veux pas de vagues. Donc, ce côté des injonctions paradoxales. Et les managers qui ne veulent plus manager se trouvent notamment dans ce genre de boîte-là. Et donc, le manager moderne, c'est aussi celui qui va être capable en fait, d'élargir le cadre qu'il a à disposition de son équipe pour tirer le meilleur de son équipe. Et apprenant, pour moi, finalement, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'un bon manager, il n'a pas un cadre une fois pour toutes. C'est comme au rugby. C'est-à-dire, au rugby, on s'entraîne, on définit le cadre, et quand on joue, on applique le cadre. Le problème du monde du travail, c'est qu'on ne s'entraîne jamais, on joue tout le temps le match. Et donc, à quel moment, avec mon équipe, le manager apprenant, c'est 2, 3, 4 fois dans l'année, avec son équipe, il va dire, on redéfinit le cadre. Dans quel cadre est-ce que vous vous sentez en sécurité? C'est quoi les conditions qui font que vous êtes capable de vous ouvrir et de travailler les uns avec les autres? Et après, quand on bosse, ben on bosse. Alors, Muriel, justement, sur cette question Alors, je rebondis là-dessus. Voilà. Vous avez vu que je ne suis pas allé sur le leadership. Hein. Oui, non, mais je vais aller aussi sur le management d'abord. D'abord, le manager hier, il tenait sa légitimité du fait qu'il savait plus. Bon, en termes d'IA, il ne sait pas moins, il ne sait pas plus, personne ne sait. Tout le monde va apprendre en même temps. Sur la transition écologique, c'est un peu pareil. Hein. Bon, donc en gros, la légitimité du sachant, qui, d'ailleurs, en France, on a souvent confondu, quand les gens savaient, on les promouvait managers. Et quelquefois, ils étaient très bons sachants et très mauvais managers. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Et donc là, de toute façon, cette légitimité, elle est terminée. Et donc, et d'autre part, les attentes sociales ont changé. Bon, le management, alors on est particulièrement en France très top-down, hein, très. Alors partout, il y a les process, les reporting à multidirectionnels dans lesquels certains pensent que leur boulot n'a plus de sens parce qu'ils ne savent pas à quoi ils servent. Donc ça, c'est partout. Mais par contre, le top-down, c'est plus fort en France pour des raisons de système éducatif, de société. Bah, vous essayez à la maison le top-down, là, ça marche? Bon, donc les mêmes jeunes qui, chez vous, vous n'allez pas les traiter comme ça. Comment voulez-vous que ça marche dans un cadre professionnel? Il y a trop d'écart. Donc les attentes sociales aujourd'hui, c'est plus d'avoir un boss, c'est d'avoir un coach, au sens sportif du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui va à la fois développer et mettre en scène et mettre en valeur les talents individuels et collectifs pour utiliser au mieux les talents individuels pour faire réussir une équipe collectivement. Avec ce jeu individuel-collectif qui est tout l'art du management. Mais je pense que le meilleur exemple, c'est effectivement la meilleure image, c'est le coach sportif. C'est l'attente. Mais il faut bien se dire qu'on va demander ça aux managers d'aujourd'hui, qui vont être impactés par l'IA et qui eux-mêmes sont managés, micro-managés. Donc ça ne marche pas. C'est-à-dire que dès la direction générale du groupe, d'une entreprise, il faut changer le rapport qui n'est pas une injonction quasiment. On a ouvriérisé les cadres hein, avec du micro-management qui quasiment voilà, les tâches, les résultats, mais dans un délai très court et avec pas de marge de manœuvre et peu d'autonomie sur la manière d'y arriver. Donc ça, il va falloir, ça doit partir du haut, ça doit partir des directions générales d'entreprise, sinon ça ne marchera pas pour permettre à des managers, eux aussi, de balancer entre on a un résultat à atteindre, mais la manière d'y arriver, eh bien avec un cadre donné, avec les ressources qu'on a, eh bien on peut innover. Il y a une part d'autonomie individuelle et collective parce que c'est les attentes, mais c'est surtout ce qui est le plus efficace dans un monde incertain. Et donc, il faut avoir cette flexibilité, cette adaptabilité. On ne peut pas demander aux gens d'être adaptables si en fait ils n'ont aucune marge d'adaptation dans leur quotidien. Et tous les 3 ans, on leur dit ah non mais ça va plus du tout, tu n'es pas du tout à jour. Ça ne marche pas. Donc, c'est quand même une révolution du management. Donc, pour les leaders, les leaders, ils ont une grosse responsabilité là-dedans parce que c'est, pour moi, le leader de demain, ça reste le guide de haute montagne hein, qui doit savoir que derrière là, il y a un autre sommet et que c'est quand même celui-là qu'on vise, pas tout seul, avec un collectif, mais ça doit être un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, il prétend pas dire à chaque violon et à chaque tambour comment il doit jouer exactement. Il
il y a bien un objectif collectif, mais chacun a sa part dans son métier et il est reconnu comme étant meilleur que le patron. Alors, les patrons qui croient qu'ils sont meilleurs que tout le monde autour d'eux, ça existe encore. Ceux-là, c'est des dangers publics. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et ça, c'est probablement la chose la plus grave dans un monde qui évolue complètement. Et j'ai envie de dire, en fait, les meilleurs leaders aujourd'hui sont ceux qui savent de temps en temps laisser la place de leader à quelqu'un de leur équipe quand c'est le bon moment. Notamment quand on dit, bah là, t'es meilleur, c'est toi qui guide. Alors, justement, Julien, sur cette partie de leadership adaptatif et apprenant, comment est-ce que le campus ESSEC l'expérimente, le vit? Ou comment est-ce que vous pouvez l'imaginer On est un hub aujourd'hui. On est un hub aujourd'hui avec tous ces retours de nos alumni qui viennent et qui contribuent à partager, qui contribuent à partager à la fois leurs succès, mais surtout leurs difficultés. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, c'est partager ces difficultés et comment est-ce qu'on a réussi à trouver des chemins faisants pour trouver des solutions. Encore une fois, nous, enseignants-chercheurs, aujourd'hui, particulièrement sur ces sciences-là, on n'est pas en train d'anticiper ce qui va se passer, on est en train d'essayer de comprendre ce qui va se passer et quels enseignements on peut en avoir et est-ce ces enseignements pourront être utiles pour le futur. Donc, c'est beaucoup d'humilité, c'est être à la confluence, solliciter, engager la confluence de ces savoir-faire, de ces savoir-être et être toujours avec beaucoup d'humilité dans cette réflexivité permanente pour pouvoir essayer de comprendre collectivement. Et je crois qu'on a beaucoup besoin de ces communautés de pratique, et ce à tous les niveaux, parce que la vélocité à laquelle tout se passe aujourd'hui ne nous permet plus du tout d'être dans ces approches top-down, de sachant, comme ça a pu être le cas, en tout cas sur des échelles plus longues de temps. On parlait tout à l'heure de 30 ans versus 2 ans aujourd'hui. Je crois que c'est ça, en fait, qui révolutionne tout et qui fait qu'on a besoin d'avoir une posture très, très différente. Alors, il y a énormément de choses à dire, mais malheureusement, l'heure tourne. On avait parlé de soft skills, mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être une autre fois. Parce que, en revanche, pour terminer un petit peu sur un petit tour de table, si on devait retenir une seule compétence à cultiver pour affronter 2030, laquelle ce serait, Muriel? La curiosité. Je suis désolé, je vais hacker ta table ronde. La solidarité. Parce qu'il y a 30 ans, on pouvait vivre d'un SMIC. Aujourd'hui, en 2025, on ne vit plus d'un SMIC. L'IA va libérer du temps et va créer des nouveaux métiers demain qui sont des métiers qu'on appelle à haute intensité cognitive. Les métiers dont on aura besoin demain, c'est-à-dire le travail, c'est l'activité rémunérée par laquelle on crée de la valeur socio-économique. Ce qui correspondra à cette définition demain, ce sera la capacité de solliciter une très haute intensité cognitive. Ça concernera une fraction de la population. Il y a toute une partie de la population qui sera par défaut rendue inéligible à cette définition du travail. Se posera la question de comment ces personnes continuent à contribuer à la société et comment elles en vivent dignement. Et je pense que cette transition ne pourra pas se faire sans une solidarité active complètement repensée. Et Julien, pour conclure? Je dirais l'intelligence, pas artificielle, mais collective. Et cette intelligence collective, elle est justement composée, je crois, de tout un tas de savoirs qui sont à la fois technologiques, à travers des agents, mais pas seulement. Donc, intelligence collective. Très bien. Voilà, cette table ronde est terminée. Merci à nos invités. Il y a peut-être des questions. On prend 3 questions, parce qu'on a un peu dépassé, je vous dire. Plus personne n'ose. Moi, ils ont faim, ils ont soif. Je pense que. Non, mais s'il n'y a, s'il y a pas de question, on ne se vexe pas. Allez, si, une question. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question très simple, en fait. On parle beaucoup de l'évolution du travail. Est-ce que cette évolution de travail, avec ou sans l'IA, avec la curiosité, l'écoute, solidarité ou intelligence collective, pourra demain éviter des licenciements ou des plans de départ? Non. Voilà, merci d'avoir. Non, mais justement, enfin, le upskilling, reskilling, ça va être la question clé. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises qui croient qu'elles vont trouver les compétences sur le marché du travail, elles se trompent. Donc, si elles n'ouvrent pas un peu leur chakra, et là, ça rejoint d'ailleurs le sujet de solidarité, mais aux seniors, à toutes les générations, aux jeunes qui viennent de banlieue, à celui qui vient de zones rurales,
aux gens qui n'ont pas fait le parcours typique de formation, etc., si elles n'ouvrent pas, elles ne vont pas trouver les compétences. Ça veut dire que leur intérêt stratégique, c'est quand même de permettre à tous leurs salariés, je dis bien tout, je reviens sur le sujet de la fracture sociale qui est un gros risque, de pouvoir se développer. Parce que ça va réduire en gros une bonne partie des tâches, mais ça va pas tuer des pans entiers de l'économie, ça va les transformer. Et donc je pense que l'enjeu, c'est d'anticiper suffisamment. Il faut 1 ou 2 ans pour anticiper en formation, on n'a pas besoin de 10 ans non plus. Anticiper pour permettre à tout le monde de pouvoir se former. Si les entreprises restent là en disant oh, quel malheur, je ne trouve pas mes compétences sur le marché du travail, mais j'ai plus besoin de celles-là parce qu'ils sont obsolètes et qu'elle fait des plans sociaux massifs, on aura des plans sociaux massifs et on n'aura pas les ressources dans les entreprises. Donc c'est pour ça que moi j'appelle les entreprises à se dire non mais moi mes salariés c'est pas parce qu'ils faisaient ça. Amal et moi on a des parcours étranges. Vous, je ne sais pas. Eh bien il n'y a pas de moment où on ne peut pas apprendre. Il y a très peu de gens qui ne peuvent pas apprendre. Je ne crois pas qu'il y en a d'ailleurs. Et donc je pense que c'est miser sur chacun et tous et pour permettre de développer ses compétences en continu, c'est la clé. Sinon, il y aura des plans sociaux massifs et encore une fois, une perte sur le plan économique aussi. Une question? Une question? Last but not least. Merci pour cette table ronde très intéressante. Ma question concerne surtout, on parle tout le temps de transformation et je serais intéressante d'avoir l'avis, vos avis sur l'accompagnement au changement, parce qu'on en parle depuis longtemps, mais concrètement, comment on avance là-dessus? Alors, on a un gros problème en France qui est qu'on a dans la plupart des entreprises délégué l'accompagnement au changement à des boîtes de conseil qui arrivent avec des boîtes à outils. Et que l'accompagnement du changement, ce n'est pas une technique méthodologique, c'est un accompagnement dans la courbe du deuil. Et ça, en fait, il faut le ramener à ce que c'est en psychologie. C'est-à-dire que le change management, c'est ni plus ni moins que, premièrement, arriver à faire en sorte que les gens fassent leur courbe du deuil sur ce qui était pour pouvoir accepter ce qui va advenir, puis ensuite les équiper pour pouvoir faire face à ce qui va advenir. Mais le change management tel qu'il est aujourd'hui, c'est on va faire 2-3 tours de claquettes. Les résistants, on va leur faire des petits groupes de codev en espérant que ça passe, mais à aucun moment on va faire de la vraie psychologie. Et donc, en fait, la gestion du changement doit être profondément réinternalisée dans les fonctions RH. C'est une compétence qui n'aurait jamais dû en sortir parce que ça devient l'utilité première de la fonction RH qui évite qu'on aille chercher la fonction RH que pour des gros sujets qu'on appelle de build, des sujets administratifs de build, mais qui deviennent une fonction en fait de flux, c'est-à-dire la fonction RH en continu, on attend d'elle qu'elle soit capable de s'assurer que l'entreprise dispose des bonnes compétences au bon coup, au bon moment, au bon endroit et des compétences activées. Et donc, pour faire ça, on a besoin de faire de la gestion du changement en continu, pas simplement à cause de l'IA, aussi parce qu'en fait, on travaille dans des conditions différentes, les collaborateurs ont des attentes différentes, on a des pressions comme la transition écologique qui arrivent et en fait qui vont créer de l'éco-anxiété chez certaines personnes. Toutes ces courbes du deuil-là, on doit les gérer en simultané et donc ça doit devenir la compétence essentielle dans la gestion du changement et non pas une boîte à outils technique. Je fais la bad guy ce soir, mais sinon, on ne va pas y arriver. Mais encore une fois, l'idée, c'est qu'on puisse échanger après. Voilà, écoutez, merci. Merci Marie-Pierre. Merci aux invités. Restez là, restez là. Et je passe la parole à Marie-Pierre. Alors, avant de vous laisser vous jeter sur quelque chose à boire, bulle ou pas bulle, je voulais appeler Claire sur scène. Nous aussi, on veut notre page de pub, parce que comme vous l'avez compris, cet événement, il a été co-construit. Ce n'est pas juste accueilli, c'est co-construit entre l'Execed et SEC Alumni. Et donc, bon, vous voyez la petite vignette là, mais on est là en chair et en os. En fait, du lifelong learning, on en fait tout le temps à SEC Alumni. On avait plusieurs piliers dans le passé. On disait qu'on devait faire du inspire, du connect, du support, et puis du together. Et là, on a retravaillé sur un plan stratégique. Et en fait, du lifelong learning, on en fait tout le temps. Vous venez à des conférences comme ce soir ou sectorielles, vous faites du lifelong learning. On ne fait plus du réseautage. Donc, nous aussi, on a beaucoup évolué. Et l'un des piliers de notre offre, en fait, c'est l'offre lifelong learning.
Et je dois dire, à mon grand regret, qu'elle est encore assez méconnue. Et donc, pour nous, ce soir, c'était aussi une formidable opportunité pour vous présenter, mais de façon hyper synthétique. On vous a fait une brochure avec Marianne, notre responsable com, et Claire, responsable lifelong learning. Donc voilà, donc moi, c'était mon mot de la fin. Et on a aussi un partenariat qu'on a lancé parce qu'on essaie de se rapprocher. On parle du one ESSEC. C'est pas juste parce qu'on est bisounours et on veut faire, etc. Mais on s'est dit qu'en fait, nous, on avait des compétences et on a une offre de service lifelong learning. Mais quoi de mieux que d'intégrer de plus en plus nos alumni et de leur offrir des choses fantastiques que propose l'Execed. Donc Claire, je te laisse la parole et je vous promets, ça ne dure pas longtemps et après, vous pouvez échanger. Ouais, je vous promets, vraiment. Et du coup, effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec l'ESSEC Executive Education sur cette collaboration renforcée. Et du coup, je ne vais pas vous présenter tous les détails de la collaboration. Vous l'aurez sur la petite brochure qui est dans votre tote bag. Et puis, ensuite, vous pourrez scanner le QR code et accéder directement aussi à cette brochure en ligne. Mais voilà un peu les chiffres phares de cette collaboration. Donc, qui évolue par rapport à celle auquel vous avez accès actuellement. Et du coup, en plus, et ce qui est aussi assez unique sur cette collaboration-là, c'est un peu le panel de formation auquel vous avez accès. Voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails. Si vous avez des questions, vous venez me voir, vous m'envoyez un petit mail par la suite. Voilà. Je voulais remercier vous tous d'être là aujourd'hui, votre enthousiasme. Et on vous a réservé aussi une petite surprise. Et Madame la Ministre vous en a touché un mot au début de son intervention. Donc le livre de Madame la Ministre dont elle vous parlait tout à l'heure, qui s'appelle Travailler demain, qui est une bande dessinée sur le sujet dont on a parlé ce soir, vous est offert suite à cette soirée. Et du coup, Madame la Ministre, donc Madame Pénicaud, vous la dédicacera au bureau qui est installé là-bas au fond de la salle. Voilà. Merci à tous. Merci à vous.